Bonjour! Vous vous apprêtez à visiter l'un des plus grands centres de formation professionnelle de l'Est du Québec. Si vous visitez seul le pavillon de l'avenir pour la première fois, et même la deuxième, voire même la troisième, sans guide, vous pourriez facilement vous y perdre. Un vrai labyrinthe. Au tournant d'un couloir, au bout de la grande place, on découvre beaucoup d'ateliers. C'est qu'ici, on diffuse plus d'une vingtaine de programmes menant au diplôme d'études professionnelles ou appelé aussi DEP. Une dizaine de ces programmes sont offerts aux candidats internationaux. On se trouve actuellement en cuisine avec notre chef Éric Archambault. Salut Elisabeth. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, dis-moi, quelles sont les caractéristiques de votre programme d'études? Les caractéristiques du programme d'études. C'est un cours d'1 an et demi. On a 3 différentes sessions. On est sur 24 compétences différentes. On a un lien direct avec les entreprises, les restaurateurs du coin. On a des stages parce qu'on fait une alternance travail-études. Évidemment, si on parle du cours de cuisine en soi, on apprend à manipuler et reconnaître les différents couteaux, le matériel qu'on utilise, que ce soit d'un fouet jusqu'aux équipements de haute technologie qu'on a ici dans nos locaux. On apprend à servir des repas parce qu'on a une salle à manger, on accueille des clients, on a réalisé des prouesses jusqu'à faire des repas pour 350 personnes. Il s'en est passé des choses dans ces locaux dans les dernières années, là. Mais comme je disais, le lien avec nos entreprises locales, l'utilisation des produits du Bas-Saint-Laurent au niveau des produits de nourriture de première qualité. Et les espaces, on a des locaux Justement, extraordinaires. Si tu avais une caractéristique à mettre de l'avant là, face à ces ateliers-là, qu'est-ce que ça serait? Le gigantesque, c'est grand. On a des locaux très grands. On est dans le sous-sol du pavillon de l'avenir. On a 2 ateliers de cuisine qui peuvent accueillir facilement, confortablement, 16 à 20 étudiants de chaque côté. On a un espace qui est réservé à la pâtisserie pratiquement essentiellement. On a évidemment une salle à manger qu'on peut accueillir 100 clients. Donc, on peut faire des repas. On fait des repas jusqu'à des menus découvertes, autant qu'on va servir des petits déjeuners. Et je parlais de technologie. On a des fours combi qu'on peut utiliser soit à la vapeur, soit sèche ou les deux combinés. On a des thermocirculateurs. Donc, on se met vraiment au goût, aux pratiques, aux techniques des restaurateurs d'aujourd'hui, là. Puis justement, on voit qu'il y a tout pour apprendre et une fois qu'ils sont diplômés, nos élèves en cuisine deviennent cuisiniers et travaillent dans quel milieu de travail? On forme des cuisiniers. On va former des jeunes, des bons techniciens. Les milieux de travail, c'est tellement varié. Des petits bistrots jusqu'aux grands les étoilés maintenant qu'on retrouve au Québec. Des grands restaurants, oui, les hôtels. On peut peut-être travailler juste dans l'industriel, dans les centres hospitaliers, dans les centres pour la petite enfance. Fait que c'est très, très vaste. On peut devenir chef d'un restaurant, on peut avoir son propre restaurant, comme on peut juste surfer sur ce domaine culinaire-là, que ce soit dans des cantines avec les touches qu'on y retrouve aujourd'hui, puis évidemment, comme je disais, le milieu hospitalier ou le milieu institutionnel. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. On se trouve actuellement dans le secteur de la métallurgie pour parler de soudage-assemblage avec James. James, j'aimerais ça que vous nous décriviez votre programme d'études. Le programme d'études en soudage, ça comporte 2 volets. Un volet soudage et un volet montage. Le volet soudage s'approprie en première année, c'est-à-dire de l'autre côté de l'atelier ici. Ici, on est de le côté montage. Fait que, première année, on apprend toutes les procédures de soudage. C'est-à-dire, on va souder à la baguette, souder semi-automatique, souder au tigre, apprendre à faire des coupes à l'aide du plasma manuel, puis à l'aide des torches. C'est ça là qui joue dans notre première année. Il y a les compétences aussi en lecture de plan, les mathématiques, tout ça là, qui vient en ligne de compte aussi parce que dans le métier, on va avoir quand même besoin là, de nos mathématiques de base et un petit peu plus poussé pour le métier. Fait que c'est pas mal ça. Deuxième année, ben là, on arrive dans la partie montage. Fait que notre côté créatif, là, il va venir sortir de tout ça. Fait qu'on va prendre du matériel brut dans le rack à fer qui est là, puis dans le rack à plaques qui est là-bas au mur, puis on va venir développer un produit. C'est-à-dire que si au début, on fait des objets qui vont être obligatoires, un coup que les projets obligatoires sont faits, ben éventuellement, on peut tomber sur des projets personnels.
Fait que là, ça nous permet d'utiliser tout l'outillage là, qu'on a ici dedans. On a une presse plieuse, on a une cisaille, on a un pont roulant, tous les équipements nécessaires là, pour montrer à l'élève là, ce qu'on retrouve en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet personnel qui a été réalisé? Oui, projet personnel, c'est sûr que là, on arrive à la fin de l'année, fait qu'on n'a pas beaucoup de projets personnels, mais si on peut regarder ici, je ne sais pas si on peut se déplacer. On a des foyers. Ça fait partie d'une compétence quand même là, obligatoire. Fait qu'il y a un foyer à faire, il y a de la découpe là-dedans, il y a du calcul, il y a du pliage, il y a tout plein là, de compétences qu'on réalise là-dedans. On en a 2 modèles. L'étudiant, quand il a fini les 2 modèles obligatoires, bien, il peut s'en faire un à son goût, c'est-à-dire un custom si on veut. Là. Fait qu'il reste là qu'il y a ça, mais il peut avoir des objets, là, il peut avoir des projets, peu importe ce qu'on peut imaginer. Si on est capable de l'imaginer, bien, éventuellement, on va être capable de le produire aussi. Dans quel milieu de travail vont travailler nos diplômés, les soudeurs? Bien, le soudage peut être quand même assez vague là, dans qu'est-ce qu'on peut aller travailler. On peut aller travailler dans le domaine de la construction. On peut aller dans le domaine de la structure d'acier, le domaine maritime, le domaine minier, le domaine du transport. Les possibilités sont quand même très, très grandes. Là. Très bien. J'aimerais voir un équipement en marche, si c'est possible. Quand même, c'est des beaux équipements, c'est impressionnant. Problème. On va y aller avec un équipement qui se retrouve un peu plus sur le marché, là, puis qui est un petit peu plus côté technologique. C'est une découpeuse CNC, Plasma. Fait qu'elle, là, elle va venir faire un programme de découpe, là, selon ce qu'on lui a donné comme dessin. Fait qu'on le dessine à l'ordinateur, puis éventuellement, on le met en production là, sur notre machine à découpe. Fait qu'on va faire un petit test. C'est parti. Et voilà le produit final. Wow. C'est précis. Quand même. Merci beaucoup, James. Ça fait plaisir. Alors, comme vous le voyez, nos ateliers sont munis d'outillage et d'équipements de pointe. Le but, reproduire le plus fidèlement possible les conditions réelles du marché du travail, parce qu'une fois diplômés, nos finissants doivent pouvoir intégrer le marché du travail immédiatement. Alors, on se trouve actuellement dans le département de santé pour le programme Santé, assistance et soins infirmiers. On est avec Tania. Bonjour, Tania. Bonjour, Elisabeth. Tania, dites-nous quelques caractéristiques de votre programme. Quel est le programme d'études? Dans le fond, le programme d'études, c'est un programme, dans le fond, de 1800 heures qui vont être étalées sur 2 ans. On voit des compétences théoriques, pratiques et en milieu de stage pour permettre vraiment l'acquisition de toutes les compétences. Le programme en tant que tel permet d'aller chercher les 3 différents savoirs. Donc, le premier savoir, c'est tout ce qui est connaissance. Le deuxième, c'est le savoir-faire. Donc, on va vraiment aller le chercher avec tous les laboratoires. On a quand même, en première année, beaucoup de compétences avec laboratoire. Et le dernier, le savoir-être, il va être acquis vraiment plus au niveau des stages. Ce qui veut dire l'élève va vraiment aller chercher la meilleure façon pour pouvoir mettre en pratique ce qu'elle a appris ou ce qu'il a appris durant l'année scolaire ou durant les 2 dernières années. Ce qui m'amène à la prochaine question. Quel type d'emploi peuvent pratiquer vos diplômés et dans quel type de milieu de travail? Les infirmières auxiliaires ont vraiment une belle éventail de possibilités. Ils peuvent travailler sur tous les départements d'un hôpital. Donc, que ce soit l'urgence, médecine, chirurgie, bloc opératoire, périnatalité avec les mères et les nouveau-nés, pédiatrie jusqu'à 16 ans, même. En pédiatrie, ici, on le considère jusqu'à 19 ans. Ça peut aussi être en réadaptation, en clinique de médecine familiale, qu'on appelle les GMF, CLSC, dans les cliniques médicales esthétiques, compagnie d'assurance. Une belle panoplie oui, de professions et de milieux de travail pour les vraiment, infirmières auxiliaires. Oui, vraiment partout. On va revenir un petit peu dans notre environnement en ce moment. Et est-ce que vous pouvez mettre de l'avant une caractéristique pratique dans votre enseignement? Oui. Nous, c'est sûr et certain que nos infirmières auxiliaires, nos étudiantes infirmiers ou infirmières auxiliaires ont besoin d'avoir une certaine dextérité. On a quand même beaucoup de manipulation, surtout motricité fine, là, du petit manipulage qui nécessite quand même une aisance pour l'élève. Je vais vous en faire une démonstration si vous voulez. Oui. Aujourd'hui, on va pratiquer dans le fond le cathéter intraveineux avec mon soluté. Donc, je mets mon garrot. Je visualise ma veine.
Ma veine, elle est super belle, un bon bombé. Je vais désinfecter ma veine. Ça, c'est une des compétences qu'on apprend en première année. Une des compétences aussi que les élèves adorent beaucoup. Ça, on laisse sécher quelques instants. Pendant ce temps, je vais mettre mes petits gants. Je vais finir d'ouvrir mon matériel. Et pour la démonstration, j'ai décidé de l'installer sur un soluté. C'est souvent à ce moment-là que les élèves ont beaucoup plus de difficultés à manipuler. Donc, mon petit monsieur va me tenir mon petit tuyau. Je réinstalle mon cathéter. Ça va piquer. J'aurai du sang, donc je descends un petit peu. Je retire mon garrot. Et je vais ouvrir mon petit soluté ici et je vais venir installer le petit pansement par-dessus qu'on appelle le Tegaderm. Et voilà! Très intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée! On se trouve actuellement dans l'atelier, le comptoir vente de la formation Conseil et vente de pièces d'équipements motorisés avec Éric. Bonjour Éric. Bonjour, ça va bien? Très bien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une description de votre programme d'études? Oui, en fait, notre programme d'études forme des commis aux pièces principalement et on voit les apprentissages en fait pour les systèmes mécaniques de véhicules motorisés, que ce soit auto, moto, bateau, véhicules lourds et ainsi de suite. Et aussi, on est porté à apprendre les systèmes de recherche, des logiciels, afin de fournir la bonne pièce aux clients et de répondre à leurs besoins. Il y a aussi l'aspect facturation, l'expédition puis la réception de la marchandise et, très important, le conseil et le service pour notre clientèle. Est-ce que les élèves, pendant leur formation, utilisent le comptoir pour vrai? Exactement. Les personnes cadres de l'école, les élèves peuvent venir acheter leur fourniture pour leur voiture ici, dans le local même. Donc, ça pratique vraiment l'élève au métier de commis aux pièces. Justement, quel type de milieu de travail, dans quel type de milieu de travail les diplômés peuvent-ils travailler après leurs études? Bien, c'est bon que tu le dises parce que dans le parcours, il dure une année scolaire, 10 mois, et en fait, il y a plusieurs métiers liés à notre formation, dont principalement commis aux pièces, conseiller technique, j'ai aussi des magasiniers et magasinières, et j'ai quelques élèves aussi qui sont passionnés auto ou VTT, quoi que ce soit, ils sont dans la vente pour le conseil pour vendre des véhicules. Ah, c'est super intéressant. Maintenant, est-ce qu'on pourrait voir d'autres éléments de vos ateliers de pratique, d'apprentissage? Oui, je vais vous montrer comment on apprend à partir de notre formation. Donc, c'est une formule qu'on apprend à partir d'une plateforme numérique et les démonstrations se font à partir de vues de coupe au niveau de nos pièces qu'on a justement ici, comme on a une transmission, ici aussi, pareillement, c'est une transmission. Puis on voit tous les systèmes mécaniques, que ce soit le démarreur, les freins et ainsi de suite. On a même intégré un véhicule dans notre local pour mettre plus de concret aux élèves. Merci beaucoup. La grande place s'anime vraiment pendant les pauses. C'est rempli d'élèves normalement. Et un des éléments clés pour l'animation, c'est Brigitte Timmons, technicienne en loisirs pour la vie étudiante. Bonjour Brigitte. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais ça que vous nous parliez de la vie étudiante. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'animez? Ici, on organise des activités tout au long de l'année, en collaboration aussi avec nos élèves. On les implique beaucoup, c'est important l'implication aussi au centre de formation professionnelle. Donc, on organise une cabane à sucre, on organise des activités à Noël, des dons de partage aussi.
Je leur demande aussi de m'aider dans l'aménagement, comme on a favorisé un bel aménagement ici. Les guitares sont à proximité, les élèves peuvent venir, les employés aussi. Il ne faut pas les oublier, nos employés, c'est important qu'ils soient là. On est là aussi pour créer un environnement dynamique, aussi beaucoup d'entraide, pour favoriser, dans le fond, le sentiment d'appartenance. Parce que quand tu as ce sentiment-là, tu as le goût de venir à l'école, tu as le goût de venir travailler. On a aussi des aires de jeu avec table de ping-pong, baby-foot, air hockey. On a aussi un autre petit coin aussi comme ça en bas et plein de beaux projets qui s'en viennent aussi éventuellement. On a fait de la danse en ligne, ça a été vraiment fort apprécié. Et il y avait beaucoup de filles, mais beaucoup de gars aussi se sont mêlés à nous. On fait des repas à l'extérieur aussi, on va prendre des randonnées au parc du Bic, c'est très large. On en fait juste assez parce que les élèves sont à l'école, ils ont besoin de temps, ils travaillent, juste assez pour que ça fasse du bien. Puis c'est ça, de se lever le matin, j'ai hâte d'aller à l'école. Mettre de la couleur dans l'école. On est vraiment chanceux de l'avoir avec nous. Merci Brigitte. Merci Elisabeth. On se trouve actuellement dans un des ateliers d'électromécanique. L'électromécanicien, c'est un peu le médecin ou le pompier de l'usine. On va rencontrer Samuel qui va nous expliquer d'ailleurs c'est quoi ce métier-là. Oui. Un électromécanicien, c'est ça. C'est comme un docteur de l'usine. On s'amuse souvent à dire ça parce que quand tu rentres dans une usine, qu'est-ce qui fonctionne pas, tout ce qu'on voit dans une usine, un électromécanicien peut travailler là-dedans. Ça reste que c'est pas juste des usines, on peut en avoir vraiment un petit peu partout. Mais tout ce qu'on retrouve dans une usine qui est directement là, de la robotique, de l'automatisation, de l'électricité, de la mécanique, de la plomberie, indirectement, là, pas de plombier directement, mais tout ce qui est fluide, les hydrauliques, des affaires comme ça. C'est tout ce qu'on peut retrouver là-dedans. Robotique, là, vraiment des robots puis des petites machines comme qu'on a en arrière de nous, c'est ce qu'on peut travailler puis retrouver autour des électromécaniciens. Puis les électromécaniciens, c'est souvent du monde qui sont énormément débrouillards, qui aiment trouver les troubles, qui aiment trouver les problèmes. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'il y a beaucoup de assemblage de nouveaux projets et tout ça, mais il y a beaucoup de problèmes aussi de pourquoi que telle chose a arrêté. On le sait, la mécanique, des fois, ça brise. L'électricité aussi, puis tout ça. Fait que c'est le principe de l'électromécanicien. Vous avez attiré notre attention sur le petit robot derrière. Ouais. Donc, les élèves sont vraiment appelés à travailler avec ce type d'équipement. Est-ce que vous pouvez nous décrire? Exact. Dans le fond, ici, c'est l'équivalent d'une... On l'appelle la mini-usine. C'est l'équivalent d'une usine qu'on retrouverait vraiment sur dans une usine directement. Puis, on a un robot, on a des convoyeurs, on a une petite production à petite échelle. Fait qu'ici, c'est très simple. On prend de la roche, on la lave, on la nettoie, on la transporte. On la fait sécher, puis on l'emmagasine dans des petits sacs après. Fait que c'est vraiment une production à petite échelle. Puis les élèves viennent travailler là-dessus, ils viennent ajuster les courroies, ajuster les convoyeurs, faire un petit peu de pneumatique, un petit peu d'hydraulique, de la robotique, vraiment tout ce qui est électrique aussi. On vient faire de la programmation autour de ça, de l'automatisation, pour faire en sorte que toutes les séquences fonctionnent une après l'autre, puis que ça soit concret, puis que ça soit fonctionnel. Et que font-ils avec le robot derrière? Ça, c'est un peu le même principe. C'est des petits robots qu'on a fraîchement eus pour le nouveau programme qui s'en vient. C'est encore une fois une petite production. Fait que c'est des petites rondelles ici, puis ils viennent faire un programme pour trier sous le matériau. Fait que soit du plastique, soit du métal, soit de l'acier ou du brass, des choses qui sont magnétiques ou non. Puis le robot après ça vient le trier et vient le reporter dans la chute. Fait qu'on est capable de recommencer, puis il vient faire sa séquence, puis valider chaque petite pièce qui passe devant lui pour le trier puis le faire fonctionner adéquatement. La formation dure combien de temps? C'est 2 ans, 1800 heures, fait que 4 DEP, 4 sessions. Ça fait normalement de septembre à juin, là, 2 fois. Puis c'est vraiment le principe en arrière de tout ça, c'est d'être concentré au début un petit peu plus, c'est sûr, au théorique pour vous montrer la base et tout ça, mais après ça, c'est beaucoup plus pratique. Fait qu'on commence avec peut-être un 60-70% de pratique pour finir avec quasiment 100% de pratique rendu à la fin. Fait qu'on a beaucoup moins de classes théoriques, beaucoup plus de classes pratiques. Parfait, merci beaucoup. Reviens. Nous visitons actuellement le secteur de bâtiments et travaux publics. On rencontre Jérémy pour parler du programme d'entretien général d'immeubles. Quelles sont les caractéristiques de ce programme d'études? Faites-nous une courte description. Entretien général d'immeubles, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est plusieurs métiers de la construction qui sont rassemblés ensemble.
On va pas chercher vraiment spécifiquement quelque chose en construction. On va vraiment voir la base dans l'électricité, dans la charpenterie, dans la plomberie. Puis on fait aussi un petit peu d'entretien ménager. Fait que c'est un cours qui est complet, qui dure 900 heures, un an au travail, puis que tu es capable d'avoir une base là, pour t'acheter une maison plus tard ou pour travailler dans d'autres choses. Donc, avec ce métier-là, on peut pratiquer plusieurs métiers avec cette formation. Ben oui, moi j'aime ça dire qu'entretien général d'immeuble, c'est un cours que c'est impossible que tu sortes de là sans emploi. Je pense que c'est 330 emplois qui sont reliés au métier. Fait que tu sais, quand tu parles de l'industriel, tu travailles dans des usines, comme quoi que c'est toi qui entretiens l'immeuble ou qui va entretenir les locaux. Même chose pour une école. Pour les centres d'achat, on parle à l'aréna, on parle des villages, on parle de t'acheter toi-même aussi un immeuble. Fait que j'apprends à mes élèves à faire l'achat de leur première propriété. Fait que c'est de quoi que les jeunes aiment beaucoup, là. Ou peu importe, ils sont plus vieux, il n'y a pas vraiment d'âge. Et parlez-nous un peu des lieux ici, là, de l'atelier technique. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Ah oui, on voit que les élèves ont travaillé, là, juste voir les cabines qu'il y a là. On a transformé une maison en 3 cabines. Fait que comment ça fonctionne, là? C'est que chacun des cabines, c'est 2 élèves par cabine. Ils construisent eux-mêmes leur petite maison. Donc, ils partent, ils ont une petite salle de bain, ils ont une petite cuisine, puis ils ont un panneau électrique là-dedans, ils font des murs, ils font des divisions. Ils installent les portes, ils installent les fenêtres. Les galeries qu'on voit, ça a été installé par des élèves de l'année passée. Fait qu'ils font vraiment du début à la fin. Fait que ça leur donne un petit projet là, de quoi d'assez développé là, que les jeunes aiment bien. Très concret. Ben oui. Merci C'est ça beaucoup. qu'on aime. Merci. Selon vous, combien d'élèves peut accueillir le centre? Pendant l'année scolaire, le pavillon de l'avenir est comme un petit village. Il accueille entre 700 et 800 élèves. Ça bouge. La grande place où on se trouve est au cœur de l'activité étudiante. Le Café Passion, derrière moi, est ouvert à tous les avant-midi. Il permet de ravitailler ceux et celles qui ont travaillé dur pendant la matinée. Il y a aussi la cafétéria qui offre des menus alléchants et à des prix vraiment intéressants pour des repas complets de la soupe au dessert, comme on dit au Québec. Alors, on se trouve actuellement dans le garage, l'atelier pour la formation en mécanique de véhicules lourds routiers. On est avec Joël qui va nous parler de son programme d'études. Qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ce beau programme? C'est un beau programme, ça prépare les futurs mécaniciens à faire l'entretien, le diagnostic et les réparations sur des camions, mais aussi des remorques, puis tout type d'engin qui va lourd qui va sur les routes du Québec. Il y a des très beaux camions derrière nous. Il y en a combien de ces camions-là? Et est-ce que ça appartient tous au centre? Oui, ça appartient tous au centre. On a environ une quinzaine. Puis c'est ça, c'est un des avantages, c'est que c'est renouvelé au fur et à mesure que la technologie avance dans le domaine. Fait que ça nous permet de rester à jour puis de former des étudiants qui sont prêts à travailler dans la vie de tous les jours. Donc, il y a quoi? 2 élèves par camion? Comment ça marche Les élèves sont placés en équipe de 2. Il y a aussi un aspect sécuritaire comme ça. Tu sais, ça donne un coup de main puis pas trop forcé. Puis ils sont attitrés à un camion, dépendamment de quel module on est. C'est pour toucher un peu à tout parce que les camions sont montés de façon à ce qu'on ait le plus de matériel possible différent pour avoir une belle représentativité du marché du travail. Puis là, j'imagine qu'on va parler de moteur et de transmission. De quoi on parle exactement dans les cours, là? Oui, mais dans les cours, dans le fond, on part vraiment de la base qui est la sécurité. Ensuite, pour parler de l'outillage, donc chacun des outils de base d'un coffre, etc., pour éventuellement aller vers de l'outillage spécialisé. Puis dans le DEP au complet, on va toucher à peu près toutes les parties du camion, partie par partie, pour finir par faire un tout. Justement, en parlant de parties, j'aimerais bien voir l'atelier de moteur et transmission, où est-ce qu'il y a vraiment des beaux équipements en exposition. On y va? Oui, parfait, juste à me suivre. Donc c'est ça, ici on a les camions qui sont à peu près toujours cordés un à côté des autres. Quand on tombe plus dans la partie moteur du DEP, donc pose, dépose, on parle d'entretien de moteur, on parle de mise au point, injection. Bien là, on a toute une panoplie de moteurs qui sont benchés, excusez-moi l'expression, et à la disposition. C'est tous des moteurs qui sont fonctionnels. On a souvent des interfaces comme ça qui vont imiter la cabine pour que le moteur ait les informations qu'il a besoin pour fonctionner. Puis ça fait vraiment des outils qui sont parfaits pour
pouvoir enseigner la compétence. Très bien. Et à la fin de leurs études, nos élèves travaillent dans quel milieu? Est-ce que c'est nécessairement dans un garage ou il y a d'autres possibilités? La majorité du temps, ça va être dans un garage, mais ça peut être aussi sur des chantiers. Il y en a qui vont aller jusqu'au nord pour faire du mécanique de véhicules lourds routiers. Fait que tu sais, c'est peu importe où les véhicules vont se retrouver, mais c'est ça. C'est la majorité dans des garages, soit en concessionnaire, soit en entreprise de transport, etc. Services sur la route aussi, services routiers, etc. Merci Joël. Ça fait plaisir. Et maintenant, nous sommes en administration, commerce et informatique pour rencontrer Annie qui va nous parler de secrétariat et comptabilité. Oui, secrétariat et comptabilité, ce sont 2 DEP qui couvrent un ensemble de tâches concrètes. Ça prépare vraiment nos finissants à toutes sortes de tâches. En secrétariat, on voit les applications de Microsoft Office, on les apprend pratiquement toutes. On travaille en service à la clientèle, on travaille à préparer toutes sortes de documents en français, mais en anglais aussi. En comptabilité, c'est le cycle comptable complet. Les élèves vont vraiment avoir la capacité de faire la tenue de livre de A à Z et ils vont apprendre des logiciels de comptabilité, donc spécialisés, mais ils vont apprendre aussi les logiciels de la suite Microsoft Office. Très bien. Annie, si vous aviez une caractéristique à mettre de l'avant, une caractéristique pratique pour ces programmes, quelle serait-elle? Ce qui distingue un peu nos programmes, qui est particulier, c'est qu'on l'offre en enseignement individualisé. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les élèves ont un nombre d'heures précis pour réaliser chacune de leurs matières et ils avancent de façon autonome avec, évidemment, l'encadrement, le soutien des enseignantes, mais ce sont eux qui doivent gérer leur temps, gérer leurs priorités, faire leurs autocorrections, développer leur précision et ça débrouille aussi, ça demande ça développe la débrouillardise. Absolument. D'ailleurs, ça mène vers quel métier dans le cas de secrétariat et dans le cas de comptabilité et aussi vers quel milieu de travail? Oui, en secrétariat, le titre d'emploi varie selon l'entreprise qui nous embauche. On peut retrouver des titres comme par exemple réceptionniste, secrétaire, commis de bureau. Mais de plus en plus, ce qu'on entend beaucoup, c'est adjointe administrative. Et en comptabilité, la plupart du temps, on va dire commis comptable. Commis comptable, ça peut être quelqu'un qui touche à tout, par exemple dans une plus petite entreprise, une PME. Mais en grande entreprise, c'est tout à fait possible que le commis comptable soit spécialisé à un type de tâche. Et là, on va parler, par exemple, de commis au compte à recevoir, commis au compte à payer, commis à la paye. Donc, il y a vraiment de tout. Si tu me permets, Elisabeth, je voulais ajouter que la formation ici, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on peut l'avoir en classe, en présentiel, et on l'offre aussi en ligne. En ligne, ça veut dire que les gens assistent aux cours, aux mêmes heures, selon les mêmes formats que les gens qui sont en présentiel, mais ils sont assis devant leur ordinateur à la maison et on discute, on communique par l'application Teams. Ça prend environ 1 an et demi compléter un DEP en secrétariat ou en comptabilité. Mais si quelqu'un fait des gains d'heures, comme je disais tout à l'heure que c'est en individualisé, donc quelqu'un peut terminer plus rapidement, ça arrive parfois. Et puis, ça demande de la discipline, ça demande de l'autonomie, mais ça prépare aussi pour le marché du travail. Il y a quelques faits méconnus quand même en matière d'administration quand on parle de vos programmes. Un fait méconnu, puis qui gagne à être davantage répandu, c'est que le DEP en secrétariat ou en comptabilité, c'est une belle préparation, c'est une belle base pour quelqu'un qui désire poursuivre au cégep. La mise en place des travaux, là, ça n'aura plus de secret pour eux. Alimentation, administration, santé, bâtiments et travaux publics, électrotechnique, les emplois que pratiquent nos finissants sont issus d'une dizaine de secteurs de l'activité économique. Soulignons aussi que nos élèves passent beaucoup plus de temps en atelier qu'en salle de classe traditionnelle. La pratique est mise de l'avant dans tous les programmes avec 70, parfois même 80% de pratique pour 20 à 30% de théorie. Alors, à vos marteaux ou à vos spatules! On visite actuellement l'atelier de charpenterie-menuiserie et on vient à la rencontre de Rémi pour nous parler de son programme. C'est quoi le programme de charpenterie-menuiserie, Rémi? Un programme de charpenterie-menuiserie, dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est construire, on vous apprend à construire une maison de A à Z à partir des fondations, des planchers, les murs, la toiture, la finition extérieure, la finition à l'intérieur, les escaliers, des concepts d'ameublement. C'est à peu près ça qu'on vous montre.
On est vraiment au cœur d'un des ateliers où est-ce qu'on construit des escaliers notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'on voit autour de nous puis des équipements qu'on utilise, des outils? Ici, on est dans l'atelier d'escalier, dans le fond, qu'on montre à les élèves comment construire un escalier. Puis, c'est pas juste la construire, c'est de la calculer, dans le fond. Parce que des fois, on pose la question, et où la petite marche? Bien, il n'y en a pas de petite marche. C'est toutes les marches égales. Et puis, nos ateliers, on a des grands ateliers. La technologie à cette heure qui est utilisée de nos jours, c'est les appareils à batterie. C'est pas mal ça qu'on utilise dans nos ateliers. Et il y a un appareil par élève. Tout le monde a l'appareil dont il a besoin? Comment ça fonctionne? C'est chaque élève, dans le fond, travaille en équipe de 2. Ils vont aller voir le magasinier, puis ils ont le droit d'aller chercher tous les outils qu'ils ont besoin. Que ce soit un équerre, que ce soit des scies, que ce soit une perceuse. Ils vont chercher leur appareil, c'est marqué sur une carte, puis ils vont chercher ce qu'ils ont besoin. C'est la réalité du métier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos diplômés, une fois sur le marché du travail? Dans quel milieu vont-ils travailler? Bien sûr, le milieu qu'ils peuvent faire, c'est seulement le charpentier menuisier. Dans le fond, toutes les tâches qu'un charpentier peut faire, mais il y a 4 différents secteurs. Il y a le secteur résidentiel, c'est les maisons. Le secteur commercial, tout ce qui est entreprise, commerce, éducation, hôpital. Secteur industriel, toutes les industries. Et le secteur génie civil, tout ce qui est pont et viaduc. Ah, il y a un beau choix. Très bon choix. Plein de belles options pour nos élèves. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Nous sommes maintenant dans l'atelier de plomberie chauffage et on rencontre notre enseignant Sylvain Gagné. Bonjour Sylvain. Bonjour Elisabeth. Sylvain, j'aimerais que vous nous parliez du métier ou du moins du programme de plomberie chauffage. Alors, le programme de plomberie chauffage, c'est une formation de 2 ans, soit la première année la plomberie, la deuxième année qui est le chauffage. D'accord. Puis qu'est-ce qu'on apprend dans ce programme d'études? Donc, pour ce qui est de la plomberie, toutes les installations de systèmes sanitaires, d'alimentation en eau potable et de systèmes de ventilation, autant dans le résidentiel, dans le commercial, dans l'industriel. Puis en chauffage, c'est la même chose. Sensiblement la même chose. Tout ce qui est du chauffage, encore là qu'on parlait de résidentiel, le plancher radiant par exemple, les sources d'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz naturel, le gaz propane et le mazout là, qui reste dans les secteurs commerciaux et industriels. On prépare vraiment nos élèves à pratiquer le métier à la fin de leurs études. Ils sont prêts, ils peuvent devenir plombiers, chauffagistes. Exactement, avec une continuité de formation en industrie là, pour un total de 8000 heures là, ensuite. C'est vraiment des beaux et grands ateliers. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre de l'avant pour nous faire découvrir votre atelier? Bien, dans le fond, nous ici, l'atelier qu'on est présentement, c'est un atelier qu'on utilise pour donner la formation de gaz naturel et de gaz propane. Donc, c'est 30 postes de travail différents là, qu'on a, des machines qu'on a là, qui fonctionnent, que ce soit pour le résidentiel, que ce soit pour le commercial, que ce soit dans l'industriel. On va parler de même une cuisinière là, pour la restauration. Donc, c'est nous les plombiers qui en font l'installation là, et l'entretien de ces équipements-là. C'est super. Puis pour la même chose, j'imagine, pour le côté plomberie, vous reproduisez les milieux de travail réels des vraies maisons. Exactement. La plomberie, dans le fond, un élève, quand il finit, c'est comme s'il avait fait la plomberie complète là, d'une maison unifamiliale. Il serait capable, à la limite, là, le faire seul là, avec tous les articles applicables de code. Et même les tranchées aussi dans le sol. Ok, oui. Wow, quel métier passionnant. Merci beaucoup, Sylvain. Ça nous fait plaisir. Que dire des enseignants? Ils sont une centaine et ce sont de vrais spécialistes. Ils ont tous pratiqué ou ils pratiquent toujours le métier qu'ils enseignent, ce qui fait leur force car ils peuvent témoigner, grâce à leur vécu, des réalités du marché du travail. En plus d'être experts de contenu, ils ont aussi un diplôme universitaire en enseignement. Ils ont donc tout en main pour transmettre leur savoir avec passion et professionnalisme. On se trouve actuellement dans le domaine de l'électrotechnique pour parler du programme électricité avec Pierre-André. Bonjour Pierre-André. Bonjour Elisabeth, ça va bien? Très bien. Est-ce que vous voudriez me décrire votre programme d'études, s'il vous plaît? Oui, en fait, l'électricité se donne sur 2 années au Pavillon de l'Avenir. C'est un programme, en fait, qui regroupe 24 modules où est-ce qu'on va faire de l'électricité résidentielle, mais aussi on va travailler les forces motrices, les moteurs, on va travailler aussi le chauffage, l'éclairage et beaucoup, en fait,
beaucoup de cours comme ça qui vont être donnés spécialisés dans chacun des secteurs. Très bien. Et si vous aviez une caractéristique ou deux à mettre de l'avant en fonction de vos ateliers de travail, quelle serait-elle? Bien, en fait, on a mis beaucoup d'investissements au niveau des ateliers qui sont vraiment spécialisés dans chacun de ces modules-là. Donc, en alarme incendie, par exemple, ou même en câblage structuré, en télécommunication, où est-ce qu'on a mis quand même beaucoup de sous pour faire des beaux ateliers qui représentent vraiment le métier. Comme ici, on se trouve dans un cubicule. Qu'est-ce qu'apprennent les élèves ici, par exemple? Ici, on est dans un atelier, en fait, qui est résidentiel, où est-ce que les élèves vont apprendre vraiment à faire le câblage de type résidentiel. Donc, ils vont apprendre à câbler des lumières, à câbler tout ce qui est prise électrique de base. C'est ce qu'on appelle du DEP 1, en fait, donc la première session. En sortant d'ici, déjà, ils sont capables de faire presque l'entièreté d'une maison, là. Super. Et justement, ce qui m'amène à ma dernière question, dans quel type de milieu peuvent travailler les électriciens une fois diplômés? En fait, les électriciens qui vont sortir du centre de formation professionnelle peuvent travailler sur la construction de base, vont faire du résidentiel, commercial, industriel, tous les types de bâtiments en vrai, et du génie civil aussi. Donc, génie civil, c'est les lumières de rue, les ponts et tout ça. Puis, il y a aussi une possibilité de travailler dans le domaine minier, donc d'aller travailler dans les mines, qui est en fait du hors construction, et aussi en usine, c'est une des possibilités. Une belle panoplie d'options, finalement. Effectivement. Merci. Découvrons maintenant le programme de pâte et papier opération directement dans la mini-usine avec Yann Beaupré. Bonjour! Bonjour! Alors, quel est votre programme d'études? Nous, dans le fond, c'est un programme d'opérateur en pâte et papier. C'est un programme d'1 an en réalité, puis on est en alternance travail-études. Fait que dans l'année au complet, en réalité, on fait 3 mois de stage complet. Fait que c'est tout le temps en alternance comme ça. On commence à la début septembre, puis on termine dans le fond au début juin. Très bien. Puis pourquoi une mini-usine? Ça vous sert à quoi? Bien, la mini-usine, en réalité, elle nous permet de mettre les étudiants, dans le fond, en contexte avec l'usine, au niveau sécurité, qu'est-ce qu'on doit comporter. Fait qu'on agit, dans le fond, en mini-usine comme eux vont être dans leurs emplois plus tard, là, dans le fond. Fait que ça nous permet aussi de développer des papiers. C'est des papiers aussi qu'on fait, ça, ici à l'école, en réalité. Fait qu'on fait même des papiers de couleur. Puis on fait du désancrage aussi. Fait que c'est bien à la mode, là, le recyclage, désancrage. Fait que c'est des programmes aussi là, qu'on va toucher aussi dans le programme. Une belle texture, là, que si vous pouviez toucher, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là, c'est quoi les appareils qu'on voit autour de nous? Bien, ici, on a dans le fond une section qui est plus laboratoire de pâte. Mais ici, c'est la section mini-usine, dans le fond, où on a un triturateur, où on va remettre, dans le fond, les papiers qu'on ramasse ici à l'usine. Dans le fond, on fait le recyclage à l'usine et on déchiquette le papier, puis on va le désintégrer ensuite dans le pulpeur pour ensuite le travailler avec artisanal. On fait du papier artisanal parce qu'une machine à papier, c'est beaucoup trop gros pour rentrer dans une école, là. Mais c'est ça, fait qu'on fonctionne comme ça. Puis quand on tombe dans les modules de désancrage, recyclage, on rajoute une cellule de flottation au travers de ça, qui nous permet d'enlever les particules d'encre au niveau de la fibre. Et c'est du papier que vous prenez dans l'école? Oui, c'est du papier qu'on cueille nous-mêmes. Les étudiants s'occupent du recyclage de l'école. Puis c'est nous, dans le fond, là, qui s'occupons là, de recycler, dans le fond, le papier qu'on ramasse ici à l'école. Très bien. Puis une fois qu'ils sont diplômés, au bout d'1 an, qu'est-ce qu'ils font les élèves, les filles qui sont? L'avantage, c'est que nous, c'est une formation générale. Fait que tout dépendant des usines qu'il y a au Québec, on parle du recyclage, mais aussi il y a des usines de pâtes chimiques, des pâtes mécaniques, papier tissu aussi, quand on parle d'essuie-tout, papier de toilette. Fait que on donne une formation générale, que ça donne la chance aux gens d'aller travailler partout au Québec. Mais en réalité, ça va dépendre de l'usine, dans le fond, où ils vont se diriger. Puis ça peut aller jusqu'au laboratoire au niveau des tests sur la qualité, maintenance aussi au niveau des équipements. Ça va être aussi au niveau d'opération sur les machines à papier, tout ce qui est traitement de la pâte, traitement aussi de l'environnement au niveau des eaux, parce qu'on parle aussi des effluents qu'on va rejeter à la nature, dans le fond. Fait que c'est tous des modules qu'on va traiter qui vont, après ça, être utiles quand ils vont être à l'emploi. Une formation vraiment complète. Merci beaucoup, Yann. Merci. La vie de nos élèves peut être ponctuée de toutes sortes d'événements. Pendant des études d'1 à 2 années, il peut se passer bien des choses, autant sur le plan personnel que scolaire. Pour soutenir nos élèves dans leur réussite, le Centre peut compter sur une équipe de professionnels spécialisés dans toute situation connexe aux études.
On se retrouve maintenant sur la grande place du pavillon pour rencontrer Cynthia qui va nous parler de l'accueil et des services professionnels. Bonjour Cynthia. Bonjour Elisabeth. Qu'est-ce que c'est l'accueil? L'accueil, en fait, c'est un service qui a été mis en place, un service d'aide à l'élève, dont l'objectif, c'est de répondre rapidement puis efficacement aux besoins de nos élèves, puis dans le moment présent. Donc, pas besoin d'attendre 1 ou 2 semaines pour rencontrer quelqu'un. Ça se fait ici, rapidement. Donc, on prend le temps d'accueillir nos élèves, de les écouter, puis d'évaluer globalement leur situation. Puis ensuite, si c'est pertinent, on peut les référer vers les services complémentaires, les services d'aide à l'élève. Donc, au Pavillon de l'Avenir, on a une travailleuse sociale, une intervenante psychosociale, une conseillère d'orientation, une infirmière scolaire, une orthopédagogue, puis aussi moi qui est là comme agente de développement SARCA, responsable de l'accueil puis de l'accompagnement des élèves internationaux. J'ai envie de vous demander la question, c'est quoi leurs besoins? Leurs besoins, écoute, c'est de tout ordre, je te dirais. Autant des besoins au niveau personnel, quelqu'un qui va vivre des difficultés familiales, sociales au niveau de son intégration, des peines d'amour, une peine d'amour par exemple, des problèmes financiers. Fait que c'est vraiment de tout ordre. Nous, on les accueille, puis on les accompagne, ou on peut aussi les référer vers l'externe. Et c'est fréquenté? Oui, effectivement, c'est un service qui a été mis en place il y a quelques années, puis c'est vraiment très apprécié. Là. Je pense que ça répond à un réel besoin de nos élèves. Puis je veux te rajouter aussi, Elisabeth, l'accueil, c'est une des portes d'entrée pour les services d'aide à l'élève, mais nos élèves pourraient aussi décider de faire une demande de façon autonome pour bénéficier des services. Puis il y a aussi les enseignants qui peuvent référer des gens vers les services d'aide à l'élève et à l'accueil. Merci Cynthia. Tout y est pour la réussite finalement. Une dernière chose, le Pavillon de l'Avenir est situé au centre-ville de Rivière-du-Loup, ce qui facilite la vie de nombreux élèves, et ce, en matière d'accès à l'hébergement, aux loisirs, aux terrains sportifs, même à notre rue La Fontaine, notre artère commerciale principale qui est à moins de 3 minutes à pied. Voilà, c'est ce qui conclut notre visite guidée du Pavillon de l'Avenir, en espérant vous y accueillir prochainement. Merci et à bientôt.